Dans la capitale du Gabon, à Libreville, deux jeunes filles, à peine sorties de l'adolescence, vivent dans le même quartier. Naël Moussavou, 19 ans, lumineuse, belle et toujours souriante, attire souvent les regards. Sa meilleure amie, Priska Obiang, 20 ans, est différente. Discrète, posée, moins mise en avant. Toutes les deux sont inséparables depuis l'enfance. Chaque matin, elles se retrouvent pour marcher ensemble vers le lycée. « Priska, dépêche-toi, on va encore rater le taxi !» s'écrie Naël en ajustant son sac. Priska la rejoint, un peu essoufflée. « Toi et ta ponctualité, tu sais que moi, je marche à mon rythme. » Elle rit, marchant côte à côte. Mais derrière le sourire de Priska se cache une ombre, une jalousie silencieuse qui ne cesse de croître. Dans la rue, les garçons ne voient qu'une seule des deux, Naël. « Bonjour Naël, tu es ravissante ce matin », lance un étudiant en souriant. Priska baisse les yeux, le cœur serré. Elle n'est jamais remarquée. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la vie de Naël n'a rien d'aussi parfaite qu'elle en a l'air. Ses parents sont décédés alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Son père, chauffeur routier, a perdu la vie dans un accident de circulation sur la route de Lambaréné. Sa mère, bouleversée par ce drame, est morte quelques mois plus tard d'une maladie. Orpheline, Naël a passé une partie de son enfance dans un orphelinat de Libreville avant d'être recueillie par sa tante Berthe, la sœur de sa mère. Cette adoption n'a rien d'un conte de fées. Berthe est une femme dure, autoritaire, souvent aigrie, qui ne cesse de rappeler à Naël qu'elle est une charge. À la maison, Naël mange en silence, accomplit toutes les corvées et dort dans une petite chambre étroite, presque sans lumière. Les mois passent, les examens approchent. Ensemble, elles révisent jusque tard dans la nuit, partageant cahiers et espoirs. Le grand jour arrive et elles obtiennent toutes les deux leur baccalauréat. Fierté, joie, célébration. Mais pour Priska, la joie est teintée d'amertume. Car Naël n'est pas seulement admirée à l'école, elle est aussi amoureuse. Son petit ami, Yvan Nguema, la soutient depuis 2 ans. Un garçon sérieux, issu d'une bonne famille. Leur relation est respectée, presque enviée. Mais quelques mois après le bac, une nouvelle bouleverse leur quotidien, Naël est enceinte. Lorsque Naël l'annonce à Priska, l'émotion est forte. « Priska, je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. » Priska écarquille les yeux, feint la surprise. « Enceinte ? Mais... et tes études ? Tu n'as pas peur ?» Naël sourit, confiante. « Yvan est là, il a promis d'assumer. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je me sens prête. » Priska l'enlace, cachant son vrai sentiment. Dans son cœur, elle jubile. Enfin, la parfaite Naël, admirée de tous, va connaître une faille, un poids, une raison d'être critiquée. Mais contre toute attente, Yvan prouve sa responsabilité. Il accompagne Naël à ses rendez-vous, achète les médicaments prescrits, paye les échographies. La société n'a pas le temps de la juger, on la respecte encore plus. La grossesse avance. Priska est là à chaque étape, joue son rôle de meilleure amie, mais son cœur est rangé. La jalousie s'est transformée en haine sourde. Alors, dans le secret, elle prend une décision sombre. Un soir, elle se rend discrètement chez un vieil homme, le marabout Mbani, au bout d'une ruelle mal éclairée. « Je veux qu'elle souffre », murmure-t-elle. Le vieux hoche la tête, prépare des poudres, récite des incantations. Si ton désir est qu'elle ne survive pas à son accouchement, le prix sera lourd, mais le sort sera jeté. Priska accepte, sa main tremblante. Le jour de l'accouchement arrive. À l'hôpital mère-enfant Jeanne et Bory, Naël ressent les premières contractions. Elle crie, transpire, mais garde courage. Yvan n'est pas là, il est retenu en province par un imprévu familial. Seule, elle s'accroche à la main de Priska, qui joue parfaitement son rôle de soutien. Les sages-femmes s'affairent, le médecin donne des instructions, mais quelque chose cloche. Le travail dure trop longtemps, le cœur de Naël faiblit. « Docteur, la tension chute !» crie l'infirmière. « Augmentez l'oxygène, vite !» Les minutes deviennent des heures. Naël hurle de douleur. Puis, un cri d'enfant retentit. Une petite fille vient de naître. Les sages-femmes s'empressent de la nettoyer, de l'envelopper dans une couverture, mais Naël, elle, est à bout. Son souffle est court, ses yeux se ferment peu à peu. Dans ces derniers instants, elle se tourne vers Priska. Sa voix est faible, presque un murmure. « Priska, voici ma fille. Je t'en supplie, prends soin d'elle. Je sais que tu pourras l'aimer comme la tienne. Mon père n'est plus là, ma mère non plus. Je n'ai que ma tante et tu sais combien elle est dure. Mais toi, tu es ma sœur. Promets-moi que tu l'élèveras. Promets-moi. » Priska serre sa main, des larmes coulant sur ses joues. Elle promet. « Je te le promets, Naël, ta fille sera ma fille. » Quelques secondes plus tard, Naël s'éteint. Les machines se taisent,
Le médecin baisse les yeux. Priska pleure, mais ses larmes sont ambivalentes. Personne ne saura jamais quelle est à l'origine de cette tragédie. Personne ne devinera que derrière cette promesse d'amour se cache une trahison mortelle. Elle prend la petite fille dans ses bras. Son cœur est partagé entre un frisson de culpabilité et une fierté noire. La vie de Naël s'achève, celle de l'enfant commence, et Priska, désormais, devient sa mère adoptive. Aux yeux du monde, une héroïne. Dans le secret, une meurtrière. Les années ont filé sur Libreville comme une pluie qui polit les toits de tôle. Après l'enterrement de Naël, la vie a repris sa marche brutale. Priska a rencontré Gildas Ebang, un maçon solide, les mains taillées par le ciment, le visage mangé par un sourire fatigué. Ils se sont mariés simplement, à la mairie, un samedi où les taxis klaxonnaient sans cesse devant la place. Pas de longue robe, pas de cortège. Juste quelques voisins et un repas partagé. Manioc, poulet braisé, rire rapide. Gildas loue une petite pièce dans une cour commune à Nzeng Ayong. L'électricité saute souvent. L'eau se coupe au mauvais moment, mais il dit « On fera avec ». Imani, la fille de Naël, grandit là. Le temps avance. Priska met au monde des jumeaux, un garçon et une fille, qu'on appelle Aline et Maël. La cour s'émeut. Des bébés ronds, vifs, bruyants. Gildas rayonne quand il les porte. Le soir, il embrasse leur front avec un respect de pèlerin. Pour Imani, la maison change de gravité. L'amour de Priska se concentre sur ses enfants, et le reste devient périphérique. Imani, va chercher l'eau. Imani, balaye. Imani, surveille Aline. Imani, tais-toi. La liste ne s'arrête jamais. À l'école primaire, malgré tout, Imani apprend vite. Elle écrit droit, lit à voix haute avec une musicalité qui fait sourire l'instituteur. Mais à la maison, ses cahiers sentent la fumée plus souvent que les fleurs. Les insultes sont des gouttes, répétées, patientes. « Regarde-moi, tu entends ? Tu fais tout de travers, comme ta mère. La beauté ne sert à rien quand on a la tête vide. » Parfois, Priska la bouscule d'un geste sec, pas assez fort pour laisser une marque évidente, juste assez pour ébrécher l'âme. Gildas détourne les yeux. Il dit qu'il est fatigué, que ce n'est pas le moment de parler, que demain peut-être. Demain ne vient pas. 14 ans. Imani entre en seconde. Elle porte un uniforme trop court au poignet, mais sa démarche est fière. La première semaine, elle revient avec de bonnes notes, le visage éclairé par une joie toute neuve. « Maman Priska, j'ai eu 16. Le prof de français a dit que j'écris bien. » Priska serre les lèvres, déplie la facture de riz. « Et ça s'écrit comment 16 ? Ça paie quoi ? La scolarité d'Aline et de Maël ? Tu crois que l'argent tombe du ciel ?» Un soir, alors que Gildas compte quelques billets, Priska pose le couperet. « On ne peut plus payer 3 écoles. On garde les petits. Toi, tu vas arrêter. » Imani ferme les yeux, sent le sol trembler sous elle. « Arrêter. L'école. Oui. À partir de demain, tu viens vendre avec moi au marché. On doit manger. Tu m'entends ?» Gildas tousse, mal à l'aise. « Priska, on peut voir d'autres solutions, non ?» Elle le transperce du regard. « Avec quel argent, Gildas ? Avec les promesses du chantier ? On vit de quoi ?» Le lendemain, à Montbouet, la vie crépite. Les étals débordent de pagnes, de tomates, de chaussures plastiques. Priska installe sa bâche, pose les sacs de cacahuètes et les boîtes de sardines. Imani est à côté, droite, attentive, avalant la poussière et la honte. Elle calcule vite, rend la monnaie avec soin, sourit quand il faut. Elle travaille bien. Mais dès qu'elle se trompe d'une pièce, la voix de Priska claque. « Voilà, tu vois, tu n'apprends pas, stupide comme ta mère. » Imani ravale un sanglot. Elle passe devant son lycée comme on passe devant un pays fermé. Ses copines la saluent. « Tu reviens quand ?» Elle hausse les épaules. Les jumeaux, Aline et Maël, ont 7 ans maintenant. Ils courent, rient, réclament, apprennent vite eux aussi. Priska sourit pour eux, prépare des tôles de beignets, fredonne. Pour Imani, son regard reste dur, parfois noir. Un mardi poussiéreux, un homme s'arrête devant l'étal. Costume léger, discrètement cher, chaussures bien cirées. Aristide Mba, la trentaine, entrepreneur dans les matériaux de construction. Il commande des sardines, demande le prix calmement, laisse à Imani le temps de calculer. Elle aligne les pièces, le cœur battant sans raison précise. « Merci mademoiselle », dit-il avec une politesse rare au marché. Le lendemain, il revient, achète des cacahuètes. Le surlendemain, des savons. Priska, d'abord contente de vendre, s'agace vite de cet homme trop régulier, trop attentif. Elle observe son regard sur la petite.
Gildas ne vient jamais au marché, il finit tard, enlisé dans les retards de paiement des contremaîtres. Un soir, Aristide s'attarde quand Nabache est presque replié. Il voit Prisca lancer, à voix haute, « Regarde, tu fais encore mal, tu es lente, qui t'a appris, hein? Ta mère qui a choisi de… » Elle s'arrête, l'injure à bout de lèvres. Aristide pose son sac. « Madame, excusez-moi, je ne veux pas m'imposer, mais la jeune fille travaille très bien. » Prisca se retourne, prête à mordre. « Et vous, vous êtes qui? Le ministre de la vente ?» Il s'incline, sobre. « Personne d'important. Je m'appelle Aristide, J'ai remarqué l'application d'Imani. On voit quand quelqu'un veut bien faire. » Ces mots, simples, tombent comme de l'eau fraîche. Imani baisse les yeux, reconnaissante, gênée. Prisca ricane, plie la bâche d'un geste sec. L'application ne paie pas l'école. Si vous avez fini, laissez-nous travailler. Aristide s'éloigne. Mais il revient. Un jeudi, il attend que la foule diminue. Madame, je me permets, j'aimerais parler de l'école. Je pourrais aider si vous acceptez. Prisca fixe le ciel. Aider? Aider comment? Les promesses ne se mangent pas. Pas de promesses vagues. Des frais concrets. L'inscription, les manuels, rien en échange. Juste pour qu'elle retourne en cours. Imani, bouleversée, secoue la tête. Non. Non, Prisca la coupe. Tais-toi. Elle jauge Aristide, longue seconde. Reviens demain. Avec des preuves. Le lendemain, Aristide revient avec des reçus d'une école privée abordable, une liste de bourses possibles. Gildas, prévenu par Prisca, est là, nerveux, ses mains lourdes sur les genoux. Aristide parle simplement, sans emphase. Je peux régler les frais cette année. Ensuite, on cherchera une bourse. Imani a le niveau, on peut rattraper. Face au sérieux d'Aristide, Prisca et Gildas décident d'accepter. Imani repart à l'école, mais Prisca exige qu'elle continue les travaux et aussi qu'elle fasse le marché le week-end. Elle a réussi la seconde puis la première, il ne la voit presque jamais, il envoie juste les fournitures. Mais il la surveille de loin et la voit se développer. Le temps a passé, Imani passe en terminale. Elle tient le rythme impossible. École le matin, marché l'après-midi, révision tard le soir. Le jour du bac, Imani écrit avec acharnement, sa main tremble de fatigue mais pas de peur. Des semaines plus tard, les résultats tombent, Imani court jusqu'au tableau d'affichage. Ses yeux cherchent fébrilement, son cœur bat fort, et enfin, elle lit son nom. Hady Mies. Un cri de joie s'échappe de ses lèvres, elle couvre sa bouche avec ses mains, incapable d'y croire. Sans réfléchir, elle file aussitôt vers le bureau d'Aristide. Elle frappe à la porte, le souffle court. « Monsieur Aristide, j'ai réussi, j'ai eu mon bac !» Il lève la tête, surpris, puis un sourire rare illumine son visage. Il se lève, s'avance vers elle. « Félicitations, Imani. Tu vois, tous tes sacrifices n'ont pas été vains. Tu es une battante. » Les yeux d'Imani brillent de larmes. Elle murmure « Merci, sans vous, je n'y serais jamais arrivée. » À partir de ce jour, quelque chose change entre eux. Ce n'est plus seulement un bienfaiteur et une élève, c'est un lien discret, fragile, mais réel. Aristide propose « Viens, allons célébrer ça. » Il l'emmène dans un petit restaurant en bord de mer. La salle est simple mais élégante. Pour la première fois, Imani s'assoit devant une nappe blanche, un vrai dîner servi. Elle est intimidée mais heureuse. Il parle longtemps, elle confie ses rêves. « Je veux devenir infirmière, aider ceux qui souffrent. » Aristide l'écoute, captivé, comme si chaque modèle comptait plus que tout. Les jours suivants, d'autres rendez-vous suivent. Promenade en ville, café discret, discussion au bord de l'eau. Au début, Imani hésite, lutte contre ce qu'elle ressent. Mais chaque sourire d'Aristide fissure ses défenses. Peu à peu, elle comprend que son cœur s'attache. Et Aristide, de son côté, n'essaie plus de le cacher. Quelques semaines après le bac, Aristide prend une décision. Il appelle Gildas et Prisca à son bureau. L'endroit est sobre, des dossiers posés sur la table, une grande carte de la ville accrochée au mur. Imani est absente ce jour-là, il a voulu parler aux adultes. Aristide prend la parole d'une voix calme mais ferme. « Je voulais vous voir parce que j'ai 2 choses importantes à dire. La première, c'est qu'Imani mérite de poursuivre ses études. Je veux l'inscrire à l'université et je prendrai en charge les frais. Elle a du potentiel, elle peut aller loin. » Gildas hoche la tête avec fierté. « C'est une bénédiction, Aristide, que Dieu te le rende. » Puis Aristide marque une pause, il inspire profondément. La deuxième chose, c'est plus personnel. Je ne veux pas tourner autour du pot. Depuis quelque temps, mes sentiments pour Imani ont changé. Elle n'est plus seulement une élève que j'aide, je l'aime. Et je voudrais l'épouser. Le silence tombe comme une enclume. Gildas ouvre la bouche, surpris, mais avant qu'il ne parle, Prisca éclate. « Non, non, ça, jamais. Tu plaisantes ?
Imani est encore une enfant, elle a 18 ans à peine. Et toi, tu parles déjà de mariage ? Aristide garde son calme. Je sais son âge, et je ne parle pas d'immédiat. Je veux que les choses soient claires dès maintenant, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je suis prêt à attendre, mais je voulais le dire devant vous. Prisca lève les yeux au ciel, furieuse. Attendre, attendre. On connaît ça, les hommes qui attendent soi-disant, mais qui finissent par tout gâcher. Tu ne l'auras pas. Gildas intervient timidement. Prisca, attends. Aristide est sérieux, on le connaît. Ce n'est pas un homme de parole en l'air. Mais Prisca claque la main sur la table. J'ai dit non, c'est non. La rencontre se termine dans une tension glaciale. Aristide n'insiste pas. Je comprends votre position, mais sachez que ma demande est sincère. Cette nuit-là, à Libreville, Prisca ne trouve pas le sommeil. Elle tourne dans sa chambre, allume et éteint la lampe. Ses pensées l'assaillent. Imani ? Épouser Aristide ? Non, ça jamais. Elle ne mérite pas cette chance. Toute sa vie, elle m'a volé la lumière. Déjà que Naël attirait tout le monde, voilà que sa fille suit le même chemin. Si je les laisse se marier officiellement, tout le prestige, toute la richesse, tout l'avenir seront pour elle. Elle se lève, regarde Aline dormir paisiblement, ses traits encore juvéniles éclairés par la lueur de la lune. Elle murmure à voix basse. « Ma fille, c'est toi qui devrais avoir cette vie, pas elle, toi seule. » Puis elle reprend, intérieure, presque comme une incantation. « Je vais laisser les choses se faire, qu'ils vivent ensemble, qu'ils goûtent à leur petite joie. Mais je ne donnerai jamais mon accord officiel au mariage. Jamais. Quand Aline aura 18 ans, quand elle sera assez grande, je ferai tout pour qu'Aristide la regarde, elle. Je trouverai un moyen, un charme, un marabout, n'importe quoi. Mais il nous reviendra. Il sera à ma fille, et non à cette orpheline. » Elle s'assoit sur son lit, un sourire amer aux lèvres. Le lendemain matin, le soleil tape fort sur Libreville. Prisca a peu dormi, mais son visage ne laisse rien paraître. Elle appelle Aristide au téléphone d'une voix douce. « Aristide, j'ai réfléchi à tout ce que tu as dit hier. » Aristide reste silencieux quelques secondes, tendu. « Et ? » ?»« J'accepte. Si Imani est d'accord, alors je n'ai rien à dire. Elle peut aller à l'université, et si vous voulez vivre ensemble, je ne m'y oppose plus. » Sa voix sonne faussement conciliante. Aristide soupire de soulagement. « Merci Prisca. Je savais que vous comprendriez. » Prisca ajoute un peu sèchement. « Mais le mariage, ça, ce n'est pas urgent. Laissez-lui le temps. Elle est encore jeune. » « Bien sûr, répond Aristide. Je suis prêt à attendre. » Imani, mise au courant le soir même, est bouleversée. Elle se sent à la fois reconnaissante et nerveuse. « Tu veux dire vivre avec toi ?» demande-t-elle, le cœur battant. Aristide la regarde dans les yeux. « Pas comme une obligation, Imani. Seulement si tu veux. Mais je veux être là pour toi, t'accompagner dans tes études, te protéger. » Imani baisse la tête, les larmes aux yeux. « Toute ma vie, on m'a arraché les choses. Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Et toi, tu me demandes. Alors oui, je veux. » Le déménagement se fait quelques semaines plus tard. Aristide a préparé une chambre claire, des étagères pleines de livres, un bureau pour ses études. Imani découvre une nouvelle vie, loin des cris et des humiliations. Pour la première fois, elle se réveille sans qu'on l'appelle pour faire des corvées. Elle peut travailler dans le calme. Aristide veille à ne pas la brusquer. Il lui donne de l'espace, la laisse respirer. Pour le monde extérieur, tout semble parfait. Mais dans le silence de ces nuits à Libreville, Prisca continue de ruminer. Elle parle parfois seule, assise au bord de son lit, pendant qu'Aline dort. Qu'elle profite. Qu'elle goûte à sa petite victoire, mais je sais ce que je fais. Quand toi, Aline, tu auras 18 ans, c'est toi qui prendras sa place. Aristide sera à nous, pas à elle. Elle serre les dents, les yeux brillants de rancune. Le mariage, non, je ne le signerai jamais. Mais vivre ensemble, oui, ça ne durera pas. Je vais attendre mon heure. Imani entre à l'université. C'est un nouveau monde, les amphithéâtres immenses, les étudiants bruyants, les piles de livres. Au début, elle se sent perdue, comme une intruse. Mais chaque soir, quand elle rentre dans la maison d'Aristide, il l'encourage. « Tu es à ta place, Imani. Regarde-toi. Tu tiens tes cahiers comme si c'était des trésors. Et tu as raison. » Elle rit timidement. Le soir, il prépare le repas ou lui laisse des notes sur la table. « Ne travaille pas trop tard. Ton avenir compte, mais ta santé aussi. »
Ces attentions réparent peu à peu les brèches de son cœur. La relation se transforme lentement. De simples regards partagés naît une tendresse palpable. Les voisins murmurent « La petite est chanceuse, elle a trouvé un mari attentionné ». Mais Aristide ne brusque rien. Il attend qu'Imani fasse elle-même le pas. De son côté, Prisca continue de jouer son rôle. Quand elle téléphone, sa voix est douce. « Imani, tu travailles bien ? Aristide prend soin de toi ?» Imani répond avec chaleur. « Oui, maman Prisca, je n'ai jamais été aussi heureuse. Merci pour ta bénédiction. » Prisca serre les dents après avoir raccroché. Dans le silence de sa chambre, ses pensées sont plus sombres. « Heureuse ? Tu crois que ça va durer ? Profite, orpheline. Profite tant que ça dure. Bientôt ce sera fini. » La nuit, allongée sur son lit, elle se tourne et se retourne, ses yeux fixant le plafond. Elle imagine Aline devenue une belle jeune femme. Elle la voit déjà séduire Aristide. « Ma fille, c'est toi qui hériteras de cette maison, de cette fortune, pas elle. Quand tu auras 18 ans, je t'enverrai là-bas. Et Aristide, je trouverai le moyen de le mettre à tes pieds. » Un sourire amer déforme ses lèvres. Elle ferme les yeux, enfin paisible. Son plan est clair. La vie prend des allures de douceur inattendues. Dans la maison d'Aristide, Imani découvre une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle étudie à l'université le jour, rentre le soir dans un foyer où règne le calme et la tendresse. Aristide veille sur elle, sans l'enfermer, sans la contrôler. Peu à peu, ils cessent d'avoir peur de ce qu'ils ressentent. Un soir, après une longue conversation, leurs mains se rejoignent. Ce soir-là, ils deviennent un couple au grand jour. Quelques mois plus tard, ils décident d'aller voir Prisca et Gildas. Dans la petite cour de Libreville, les chaises en plastique sont alignées, l'air est lourd. Imani, le cœur battant, dit à sa mère adoptive « Maman Prisca, papa Gildas, nous sommes venus pour vous dire que nous voulons officialiser notre union. Aristide veut me demander en mariage. » Prisca éclate aussitôt. « Non, 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 pas question. Le mariage, à quoi ça sert ? Vous vivez déjà ensemble, pourquoi se précipiter ?» Aristide, posé, répond « Ce n'est pas une précipitation, c'est une question de respect. Je veux l'honorer devant Dieu et devant les hommes. » Mais Prisca balaye ses paroles d'un revers de main. « Respect ? Le respect, c'est de bien vivre. Laissez tomber vos histoires de mariage, profitez de la vie. » Gildas, gêné, baisse les yeux, il ne s'oppose pas. Imani, triste, ne veut pas heurter celle qu'elle appelle toujours maman. Elle cède. Le mariage n'aura pas lieu. Le temps s'étire, Imani tombe enceinte. Quelques mois plus tard, un cri de bébé résonne dans la maison d'Aristide. C'est une petite fille, un nouveau souffle. Aristide rayonne de fierté, il prend soin de son épouse et de leur enfant avec une attention infinie. La maison s'emplit de rires, de pleurs d'enfants, de biberons et de cahiers d'université. Malgré l'absence de mariage, le bonheur est réel. 2 ans passent. Imani a terminé une partie de ses études, leur enfant grandit. Ils repartent voir Prisca et Gildas, cette fois plus déterminés. « Maman Prisca, nous voulons fixer une date. Cela fait 2 ans que nous attendons. Nous avons un enfant, nous sommes prêts. » Mais Prisca reste campée sur son refus. « Le mariage, c'est inutile. Continuez à vivre comme vous vivez. Quand elle sera plus mûre, on verra. Reviens dans 2 ans. » Aristide serre la mâchoire, mais ne s'emporte pas. Imani baisse les yeux, déçue, mais résignée. Une fois de plus, Prisca a gagné. Et pourtant, dans leur maison, malgré l'absence de signature, malgré les refus répétés, Aristide et Imani continuent de s'aimer. Leur foyer respire l'harmonie, la tendresse et l'espérance. Leurs voisins disent souvent « Ils ne sont pas mariés officiellement, mais ils vivent comme s'ils l'étaient. » 5 années ont passé. Dans la cour de Libreville, Aline, la fille de Prisca, est devenue une jeune femme ravissante. Ses traits fins, son allure élégante attirent déjà les regards. Mais contrairement aux autres filles de son âge, Aline n'a jamais eu de petite amie. Ce n'était pas par timidité, c'était par ordre. Depuis son adolescence, Prisca lui répétait les mêmes phrases, comme un refrain. « Aline, tu es une princesse. Tu n'es pas comme les autres filles. Toi, tu dois te préserver. Il ne faut pas donner ton cœur n'importe comment. J'ai un grand plan pour toi. Un plan qui nous honorera toutes les deux. » Le soir avant de dormir, Prisca s'asseyait au bord du lit de sa fille. Elle la caressait doucement, lui parlant presque comme à une reine. « Garde-toi. Le moment venu, je t'ouvrirai la porte d'une vie riche, respectée. Toi, tu ne connaîtras pas la misère.
Aline, enfant encore, hochait la tête, croyant aux paroles de sa mère comme à des prophéties. Elle n'imaginait pas que ce plan était nourri par la jalousie et la haine. Puis vient le jour où Aline décroche son baccalauréat. La maison s'emplit de cris de joie. Prisca danse, serre sa fille dans ses bras. Mais derrière le sourire, un calcul s'active. Ce succès est le moment qu'elle attendait. Le lendemain, elle prend son téléphone et appelle Imani. Sa voix est douce, presque mielleuse. « Ma fille, je t'appelle pour une grande nouvelle. Ta petite sœur Aline a eu son bac. » Imani s'exclame, sincère. « Quelle joie, maman Prisca! Je suis fière d'elle, félicite-la pour moi. » Prisca enchaîne. « Justement, l'université où elle est acceptée est à Port-Gentil. Tu sais combien la vie est chère là-là. Je veux que tu la prennes chez toi. Elle est ta sœur. Aide-la, comme tu as toujours été généreuse. » Imani ne réfléchit pas. « Bien sûr, maman. Aline est la bienvenue. Elle sera comme ma fille. » Mais ce que personne ne sait, c'est que la veille au soir, Prisca s'est déjà rendue dans une ruelle sombre, chez le vieux marabout Mbani. L'air sentait les herbes sèches et l'encens. Elle s'est assise, le cœur battant, et a dit « Je veux que cet homme, Aristide, ne voit plus que ma fille, qu'il oublie son Imani, qu'il la rejette. Je veux qu'il soit attaché à Aline comme par une corde invisible. » Le vieux Mbani a souri de ses dents jaunes. Il a préparé une petite bouteille d'huile parfumée, des poudres fines, des graines étranges. Voici les condiments. Mets-les dans sa nourriture, frotte-les sur ses habits, parfume les draps. Sa tête tournera et il ne résistera pas. Mais attention, ce que tu demandes est lourd. Les conséquences seront terribles. Prisca a tendu la main sans hésiter. Peu importe. Quelques semaines plus tard, Aline débarque à Port-Gentil, les bras chargés de valises, le sourire d'une étudiante pleine d'avenir. Imani l'accueille chaleureusement. « Ma petite sœur, tu es ici chez toi. Ta chambre est prête. Tu vas te concentrer sur tes études, je t'aiderai de tout mon cœur. » Aristide serre poliment la main d'Aline, heureux de l'avoir intégrée. Tout semble normal. Dès le lendemain soir, Aline a mis le remède que sa maman lui a remis sur les vêtements d'Aristide et les effets furent immédiats. Au début, ce ne sont que des détails. Aristide, d'habitude si attentif, oublie d'embrasser Imani avant de partir travailler. Quand elle lui demande comment s'est passée sa journée, il répond d'un ton sec. « Fatigante, parlons d'autre chose. » Imani ne s'en offusque pas. Elle pense que c'est le stress, la pression des affaires. Mais plus les jours passent, plus le fossé s'élargit. Un soir, alors qu'elle sert le repas, Aristide pousse son assiette en soupirant. « Toujours la même chose. Tu ne pourrais pas changer un peu ?» Imani baisse les yeux, blessée. Elle ne sait pas que la veille, Aline a déjà préparé un plat spécial pour lui, parfumé des condiments du marabout. Aline, dans l'ombre, multiplie les gestes. Elle s'assoit un peu trop près quand il regarde la télévision. Elle rit à ses blagues, même les moins drôles. Elle propose de l'accompagner quand il sort faire des courses. Chaque geste est calculé, chaque sourire est un piège. 2 mois plus tard, Aristide commence à s'absenter la nuit. « Réunion de chantier », dit-il. Mais Imani remarque son parfum différent, ses chemises mieux repassées que d'habitude. Elle tente de ne pas y penser, mais son cœur se serre. Un soir, elle lui demande doucement. « Aristide, tu es sûr que tout va bien entre nous ?» Il se crispe. Toujours les mêmes questions. « Tu crois que je n'ai pas assez de problèmes dehors ?» Imani retient ses larmes. Elle ne comprend pas. Pendant ce temps, Aline joue la sœur parfaite. Devant Imani, elle l'aide à bercer le bébé, à plier le linge. Mais derrière, elle profite de chaque absence pour resserrer ses filets autour d'Aristide. Les condiments, les regards, les sourires complices. Bientôt, Aristide change totalement. Il ne rit plus avec Imani. Il ne partage plus ses projets, ses espoirs. Il commence à la critiquer pour de petits détails. « Regarde-toi, toujours fatiguée. Je ne sais plus prendre soin de toi. » Ces mots frappent Imani comme des coups de couteau. 3 mois passent. Les voisins chuchotent. Aristide, on le voit souvent dehors, mais pas avec sa femme. Imani entend ces murmures, mais refuse d'y croire. Jusqu'au jour où, en ramassant le linge, elle trouve dans la poche de la veste d'Aristide un petit mot parfumé, signé d'une main qu'elle reconnaît. Le monde s'écroule. C'est Aline. Ce soir-là, Imani n'arrive plus à tenir. Le mot parfumé qu'elle a trouvé dans la veste d'Aristide brûle encore entre ses doigts. Ses mains tremblent quand elle compose le numéro de Prisca. « Maman, sa voix est brisée. Je crois qu'Aline sort avec mon mari.
Silence au bout du fil. Puis la voix de Priska faussement étonnée. « Vraiment ? Attends-moi, j'arrive. » Moins d'une heure plus tard, le portail grince. Priska entre dans la maison, droite, fière, le pagne bien attaché. Elle trouve Imani en larmes, le mot encore dans sa main. « Maman Priska, regarde !» sanglote Imani. « J'ai trouvé ça dans la poche d'Aristide. C'est l'écriture d'Aline. Pourquoi ? Pourquoi tu m'as fait ça ?» Au lieu de compatir, Priska éclate d'un rire sec. « Ah, Imani, toujours naïve. Tu crois que ton mari était vraiment à toi ? Tu crois que tu pouvais garder un homme comme Aristide ?» Imani recule, choquée. « Comment peux-tu dire ça ?» Priska avance, ses yeux brillants de mépris. « C'est grâce à moi qu'il a ouvert les yeux. C'est moi qui ai envoyé Aline vers lui. Tu devrais me remercier au lieu de pleurer. » Imani tombe à genoux. « Tu es cruelle. Tu m'as détruite. » Priska se penche, son rire cruel résonne. « Détruite ? Non. Réparée. Maintenant les choses sont à leur place. Ma fille avec un homme riche, et toi dehors, comme ta mère l'aurait dû être. » À cet instant, la porte s'ouvre. Aristide et Aline entrent, riant ensemble main dans la main. Ils s'arrêtent en voyant la scène, mais au lieu de honte, leurs visages s'endurcissent. Imani court vers Aristide, les yeux pleins d'espoir. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu ne m'as pas trahi avec ma propre sœur. » Aristide détourne les yeux, puis lâche froidement. « Imani, tu fatigues. Tu n'as rien compris. C'est fini entre nous. » Aline, la voix tremblante mais ferme, ajoute. « Grande sœur, je suis désolée, mais je l'aime. Tu dois accepter. » Imani hurle. « Aline, tu es ma sœur. Comment peux-tu ?» Priska éclate de rire derrière. « Sœur ? Elle n'est pas ta sœur. Elle est ma fille. Mon sang. Toi, tu n'étais qu'une bouche à nourrir. » Imani se tourne vers Aristide désespéré. « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me jeter comme ça. Nous avons un enfant. » Aristide serre les mâchoires, ses yeux se durcissent. « Prends tes affaires, Imani. Pars. Cette maison n'est plus la tienne. » Imani tombe à genoux, supplie, mais Aristide crie « Dehors !» Priska et Aline restent debout derrière lui, presque triomphantes. Les trois d'une même voix l'expulsent de ce qui avait été son foyer.